D'abord, c'est la question que je ne me pose pas. Au fait, parce que j'ai des réponses très concrètes. J'ai commencé à écrire parce que j'en avais marre de travailler à l'usine. Et je me suis dit, est-ce qu'il était possible de faire quelque chose avec ce que je savais faire déjà? J'étais journaliste à Port-au-Prince. Quand je suis arrivé à Montréal, la presse nord-américaine et québécoise, montréalaise, ne voulait plus de journalistes amateurs. Ils voulaient des spécialistes qui venaient de l'université, qui avaient fait sciences politiques ou économiques. Alors je me suis dit, bon, la seule chose que je sais faire, c'est lire et écrire. Donc je vais laisser tomber l'usine pour écrire un roman et prendre cette chance. Donc j'ai écrit pour changer de vie. J'ai écrit aussi parce que j'ai toujours aimé être aimé. Et c'est une façon d'être aimé même quand je ne suis pas là. Parce que le principe même du livre, c'est cela. Et vous me lisez, si vous m'aimez, ou si vous aimez ce que vous lisez, j'apparais. Je n'ai pas été élevé dans cette culture. J'ai été élevé dans une société où je dirais même qu'il n'y a pas d'espérance de vie. L'espérance de vie est tellement faible qu'on devrait dire plutôt espérance de mort. Donc j'ai été élevé dans l'éphémère, dans la rapidité, et c'est pourquoi d'ailleurs que mes premiers livres ont été toujours très brefs. Et il a fallu que je dépasse l'espérance de vie haïtienne pour reprendre mes livres et les étoffer. Donc je n'ai pas été élevé dans cette idée de postérité, c'est une idée qui est née de la bibliothèque. À force de voir des livres chez soi et qui endormis et qui sont là et qui datent de si longtemps, à force de les conserver, on finit par vouloir exister longtemps après. Et moi, j'ai été élevé dans... dès que c'est cuit, on mange. Et c'est durant ma vie que ça se passe. Il n'y a pas cette idée de lignée de choses qui se donnent, des gens qui écrivent parce que leur père, leur arrière-grand-père avait écrit. Et c'est plutôt... à chaque génération, il y a des écrivains ou pas. Pour moi, l'écrivain ne peut pas écrire s'il n'a pas une idée du lecteur. Mais le véritable lecteur, c'est celui qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. Il est vrai que de plus en plus, on rencontre les lecteurs dans les salons du livre, dans les festivals, et dans les librairies, dans les écoles même. Et je crois que cette idée, elle est très nouvelle, de le faire de façon aussi intensive. Autrefois, c'est les écrivains, à la fin de leur vie, qu'on pouvait voir par hasard pour un dernier discours, mais maintenant, n'importe quel écrivain, on peut le rencontrer. Et de plus en plus, les gens achètent des livres de gens qu'ils ont rencontrés. Ça va avoir un impact très puissant sur l'écriture, d'après moi, dans une vingtaine d'années. Cette façon où le lecteur rencontre facilement. Mais je reste avec l'idée romantique que l'écrivain ne doit pas rencontrer son lecteur, ou s'il rencontre des lecteurs, le véritable lecteur, c'est celui qu'il ne connaît pas. Je reste avec l'idée assez romantique qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit pour sortir de ce qu'il est, de son espace imaginaire ou physique même, et qu'un lecteur, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui lit pour sortir de son espace, et que l'écrivain et le lecteur se rencontrent dans un espace qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et c'est un espace qu'ils ont créé uniquement avec leur imaginaire, leur émotion. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de filiation parce que c'est peut-être la seule idée qui pourrait nous changer de ce que j'appelle la dictature de la géographie. Les écrivains qui viennent de la Caraïbe, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur tous les sujets. Par exemple, moi, je peux écrire un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais », on dira toujours, c'est un écrivain d'origine haïtienne vivant dans la Caraïbe. Donc il y a cette dictature de la géographie, de l'espace qui est toujours là, et ce qui est faux. Parce que pour la moitié au moins, l'écrivain vient de sa bibliothèque. Il vient des livres qu'il a lus. Et je crois que c'est là que cette filiation se fait, cette transmission se fait. C'est par la bibliothèque et on ne sait même pas. Hein,
Borges a imaginé qu'un écrivain peut influencer ses prédécesseurs. Pour vous montrer que la filiation, on ne sait même pas dans quel sens elle va. Et la source, on ne sait pas si le fleuve coule vers sa source ou vers l'embouchure. Donc, ça rend l'affaire beaucoup plus riche que de simplement dire qu'un écrivain est né en Belgique, donc il est un écrivain belge. Je crois que c'est quelque chose d'assez surréaliste, d'assez faux aussi, parce qu'un écrivain est fait d'abord avec la chose la plus artificielle qui soit, c'est-à-dire la lettre de l'alphabet. Ah, je ne partage pas l'idée de livre, mais d'écrivain. Moi, je trouve que c'est une idée beaucoup plus intéressante que l'idée de livre. Et je suis des discussions avec mes filles qu'ils font dans la musique aussi. Ils morcellent, ils sont tout le temps en train de saucissonner. Ils achètent un chanteur ou une chanteuse et c'est pour la quatrième musique sur le CD. Il se passe l'information. J'ai dit, mais si vous n'écoutez pas les autres, comment vous allez savoir? Moi, je demande à tous les gens de choisir au moins un écrivain et dont ils vont lire tous les livres. Et si possible, tout ce qu'on a écrit sur cet écrivain. Au moins un. Les autres, ils peuvent lire les livres s'ils veulent, mais je pense que la lecture doit passer par cette idée-là, c'est-à-dire d'un être humain, et dont on ne faut pas juger. Est-ce que tel livre est meilleur que tel autre? On lit tout simplement, et on oublie qu'il s'agit de tel livre ou de tel livre, et à un moment donné, on voit apparaître devant nous l'écrivain dans sa forme complète. Et là, on commence même à aimer des livres qu'on trouve moins forts, à les préférer même à ceux où l'auteur, à force de travail, a fini par arriver au sommet de son œuvre, et qui est faite beaucoup plus d'ambition, de force, et que de faiblesse. Alors que les livres où il a échoué, c'est les livres où il se trouve sa faiblesse, qui sont des livres qui disent beaucoup plus de lui. Donc, il faut quand même arriver à cet espace-là, et à partir de là, on peut flâner comme on veut, faire ce qu'on veut, mais cette idée de choisir un livre, non. Par exemple, je dirais Borges. Borges, parce que je le connais, je l'ai lu, parce que il m'ennuie, il réécrit la même chose, il redit toujours la même chose. Et pourtant, pour moi, c'est le meilleur, c'est l'esprit le plus intelligent que j'ai lu. Et dans le même genre, Diderot, pour les mêmes raisons aussi, il est très brillant, il est vif, il est rapide. Pour le troisième, j'ai beaucoup de choix, mais je dirais par exemple en Basho, ce poète japonais, des haïkus, parce qu'il m'a donné le chemin de quelque chose d'extrêmement riche. Et cette poésie est compacte, comme les voitures japonaises d'ailleurs. Je ne regarde pas l'âge dans la littérature, je regarde les écrivains. Il y a un livre qui m'a marqué beaucoup plus qu'un écrivain. Peut-être chez les jeunes auteurs, on ne pourrait pas aller comme cela, puisque l'œuvre n'étant pas faite. Et c'est un écrivain japonais, un jeune, qui s'appelle Murakami, mais pas celui qu'on connaît, l'autre dont j'ai oublié le prénom, Ryu. Il a écrit un livre magnifique pour moi qui s'appelle Bleu presque transparent, qui est un livre de jeunes, c'est son premier d'ailleurs, il a eu le prix à Akutagawa, qui est le Goncourt nippon. Et pour ce livre, Bleu presque transparent est un livre magnifique qui raconte, d'après moi, c'est comme l'aube barbare, une aube écarlate qui se lève. Et sur le Japon, pour les autres, je suis un lecteur qui relit les mêmes.